Je m'appelle Christian, j'ai 28 ans, et il y a 10 ans, ma propre mère a souri en me regardant être jeté dehors sous un blizzard avec un bras cassé que son fils préféré venait de me briser en deux. Avant de vous raconter la nuit où je lui ai passé les menottes devant 300 personnes, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Vous pensez savoir ce que le froid ressent? Je le pensais aussi. Vivant dans la banlieue de Chicago, on s'habitue au vent qui vous transperce la veste en novembre. Mais le froid que j'ai ressenti cette nuit-là, la nuit où ma vie s'est effectivement terminée puis redémarrée, n'était pas seulement lié à la météo. C'était le frisson profond de réaliser que les personnes censées vous protéger étaient celles qui tenaient le couteau. Cela a commencé comme n'importe quel autre mardi dans la maison Sterling. Mon frère Jake, l'enfant prodige, le quarterback vedette, le gars qui ne pouvait rien faire de mal, faisait les 100 pas dans le salon. Il avait 22 ans, vivait toujours à la maison, attendant sa grande percée chez les pros, ce qui consistait principalement à faire la fête et à conduire les voitures que mes parents lui achetaient. J'avais 18 ans, j'essayais juste de terminer mes devoirs de calcul de lycée à la table de la cuisine. J'ai essayé de me faire petit. C'était ma stratégie de survie dans cette maison. Être invisible. Christian, aboya Jake, claquant des doigts juste devant mon visage. Je sursautai. Quoi? Jake, j'ai besoin que tu écrives cet email au recruteur. Maintenant. Dis-lui que j'étais malade la semaine dernière. C'est pourquoi j'ai raté l'essai. Je ne levai pas les yeux. Je serrai plus fort mon crayon. Je ne peux pas, Jake. J'ai une finale demain. Et tu n'étais pas malade. Tu avais la gueule de bois. La pièce se tut. Dans notre maison, on ne disait pas non à Jake. Mes parents, Robert et Eleanor, avaient construit tout un écosystème autour de son ego. Il était le soleil et nous n'étions que la terre sur laquelle il marchait. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Jake descendit d'une octave. Il s'approcha, ses lourdes bottes cognant sur le parquet. Il attrapa le dossier de ma chaise et l'attira. Je m'envolai, m'écrasant sur le sol. Avant que je puisse me relever, il me donna un coup de pied violent dans les côtes. L'air quitta mes poumons dans un souffle. Petit rat ingrat, cracha-t-il. Tu te crois meilleur que moi parce que tu as des A. Personne ne se soucie de tes notes, Christian. Personne ne se soucie de toi. J'ai essayé de me lever, l'adrénaline inondant mon système. Au moins, je ne suis pas une sangsue, ai-je crié en retour. Ce fut une erreur. Jake m'attrapa le bras gauche. Il le tordit derrière mon dos, le poussant de plus en plus haut. J'ai crié. Dis que tu es désolé, siffla-t-il. Non. Claquement. Le son était horriblement fort, comme une branche sèche qui se brise dans une forêt silencieuse. Une douleur blanche et brûlante explosa dans mon avant-bras. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la nausée. Instantanée et accablante. Je tombais à genoux, agrippant mon bras, haletant. Les larmes brouillaient instantanément ma vision. Mon bras pendait à un angle qui me donnait la nausée. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Mes parents entrèrent. Ma mère, Eleanor, portait son collier de perles, fraîchement rentré d'un dîner de bienfaisance. Mon père, Robert, ajustait ses boutons de manchette. Ils me virent par terre, serrant un bras visiblement cassé, et Jake debout au-dessus de moi, la poitrine haletante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda mon père. « Il m'a attaqué » cria immédiatement Jake, me désignant du doigt. Il est devenu fou. Il a essayé de me frapper avec la chaise parce que je lui ai demandé de baisser sa musique. J'ai dû me défendre. Je levai les yeux vers eux, la douleur me rendant étourdi. Il ment, sifflai-je. Il m'a cassé le bras parce que je n'ai pas voulu écrire son email. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin d'un médecin. Ma mère me regarda. Puis elle regarda Jake. Je vis le calcul dans ses yeux. Il ne s'agissait pas de vérité. Il n'a jamais été question de vérité. Il s'agissait d'image. Jake était le visage de la famille. Je n'étais que des dépenses. Arrête d'être si dramatique, Christian, dit ma mère, sa voix glaciale. Elle passa devant moi, passa devant son fils avec l'os cassé, et alla vers Jake. Elle lui brossa une poussière imaginaire de l'épaule. Tu es blessé, mon chéri? Il t'a fait mal?
Ma main me fait mal à force de le bloquer, mentit Jake, se frottant les jointures. Tu vois ce que tu as fait. Mon père se retourna vers moi, le visage rouge. Tu viens dans cette maison, tu manges notre nourriture, et ensuite tu essaies d'agresser ton frère, celui qui a réellement un avenir. Papa, j'ai le bras cassé, hurlai-je, le levant. Regarde-le. Ne me lève pas la voix, rugit-il. J'en ai assez de ta jalousie. Tu essaies de saboter Jake depuis sa naissance. Je n'aurais pas un voyou violent vivant sous mon toit. Je n'arrivais pas à y croire. C'était moi par terre. C'était moi qui saignais intérieurement, mais dans leur réalité tordue, j'étais le méchant. Sors, dit mon père. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Ce soir, j'en ai fini de payer pour toi. J'en ai fini de gérer ton attitude. Il pleut à verse dehors, balbutiai-je. Il fait -1 degré Celsius. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème, ajouta ma mère. Sans même me regarder, elle était trop occupée à vérifier la main de Jake pour des ecchymoses. Mon père m'attrapa par le col de ma chemise. Il me traîna, littéralement, vers la porte d'entrée. Chaque chaos envoyait des chocs d'agonie à travers mon bras cassé. Je me débattais, essayant de retrouver mon équilibre, mais c'était un homme grand, et j'étais sous le choc. Il ouvrit la lourde porte en chêne. Le vent hurlait, portant des rideaux de pluie glaciale dans le hall. « Attendez, mes affaires !» criai-je. Ma mère apparut du couloir. Elle avait mon vieux sac de sport, celui en tissu bleu déchiré que j'avais depuis le collège. Elle n'avait pas emballé de vêtements. Elle n'avait pas emballé mon ordinateur portable. Elle avait juste fourré tout ce qui traînait sur le sol de ma chambre dedans. Elle s'approcha de la porte. Je la regardai, cherchant un brin d'humanité. Elle me regarda puis sourit. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire de soulagement, comme si elle se débarrassait enfin des ordures qu'elle avait l'intention de jeter depuis des années. Elle jeta le sac au-delà de moi. Il atterrit avec un bruit humide dans une flaque d'eau sur l'allée. « Tiens, dit-elle. Emporte tes ordures avec toi. » Mon père me poussa. Je trébuchai sur les marches d'entrée, glissant sur le béton mouillé, atterrissant durement sur mon épaule valide pour protéger la mauvaise. La pluie traversa instantanément mon mince t-shirt. Il faisait un froid glacial, mordant et engourdissant, qui donnait l'impression d'avoir des aiguilles sur la peau. Je levai les yeux. Ma famille se tenait dans la lumière chaude et dorée de l'embrasure de la porte. Cela ressemblait à une peinture de Norman Rockwell, à l'exception de la cruauté gravée sur leur visage. Jake s'avança. Il fouilla dans sa poche et en sortit un trousseau de clés. Il les fit tournoyer autour de son doigt. Le porte-clés Lamborghini scintilla à la lumière du Porsche. C'était son cadeau d'anniversaire de la semaine dernière. Fais une bonne promenade, minable, ricana Jake. Ne t'inquiète pas pour ta chambre. Je vais la transformer en vitrine de trophées. Rentre, Jake. Tu ne veux pas prendre froid à lui parler, dit ma mère, posant une main sur son dos. Mon père me regarda une dernière fois. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, seulement du dégoût. Si tu appelles la police, Christian, je ferai en sorte que tu n'entres jamais à l'université. Je te ruinerai. J'ai des avocats qui peuvent t'enterrer avant même que tu ne remplisses les papiers. Tu comprends? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mes dents claquaient trop fort. La lourde porte se referma avec fracas. Le son résonna comme un coup de feu. Puis le verrou claqua. Clic. J'étais seul. Je me levai, serrant mon bras cassé contre ma poitrine pour le maintenir stable. La pluie se mêlait aux larmes sur mon visage. Je m'approchai de la flaque et ramassai mon sac déchiré. Il était trempé. Tout à l'intérieur était probablement foutu. Je regardai en arrière vers la maison. Je pouvais les voir à travers la fenêtre du salon. Ma mère versait du vin. J'écriais, mimant un mouvement de lancer, probablement en rejouant comment il m'avait jeté à travers la pièce. Il semblait heureux. Il semblait soulagé. Ce fut le moment où quelque chose en moi se brisa plus fort que mon os. Je ne sentais plus le froid. Je ne sentais plus la douleur dans mon bras. Tout ce que je ressentais était une rage blanche et brûlante au centre de ma poitrine. C'était du carburant.
C'était une promesse. Je tournai le dos à la maison et commençai à marcher le long de la longue allée vers la rue sombre. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de manteau. Je n'avais pas d'argent. Mais en marchant dans l'obscurité, je fis un vœu à la pluie glaciale. Je survivrai à ça, murmurai-je. Et un jour je reviendrai. Je ne crierai pas. Je ne me battrai pas. Je vais vous acheter le terrain sous vos pieds et je vais vous y enterrer. Ils pensaient qu'ils venaient de jeter les ordures. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils venaient de créer leur pire ennemi. Les 48 premières heures furent un flou d'agonie. J'ai marché 6 kilomètres jusqu'aux urgences les plus proches. Je me suis assis dans la salle d'attente, trempé, tremblant si violemment que l'infirmière a cru que j'avais une crise d'épilepsie. Quand on m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai menti. Je devais le faire. La menace de mon père concernant les avocats résonnait à mes oreilles. Je savais à quel point Robert Sterling était puissant. Il avait des juges sur son numéro abrégé, alors je leur ai dit que j'étais tombé dans des escaliers dans un parc. Ils m'ont plâtré le bras. Le médecin m'a regardé avec pitié, voyant mes vêtements trempés et mon sac déchiré, mais il n'a pas insisté. Lorsque j'ai été renvoyé, l'assistante sociale m'a donné une liste d'abris. « Bonne chance, mon fils », a-t-elle dit. C'était mon héritage. Une liste d'abris pour sans-abri et un sac en plastique de calmant. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu un cauchemar. Je dormais sous un viaduc près des voies ferrées parce que les abris étaient pleins ou trop dangereux. J'ai vite appris qu'un bras cassé fait de vous une cible dans la rue. Vous avez l'air faible. Vous avez l'air d'une proie. J'ai dû me battre pour des restes de nourriture. Je lavais la vaisselle dans un restaurant gras en échange de restes de soupe. Chaque nuit, regardant le dessous en béton du pont, écoutant le rugissement des trains, je pensais à eux. Je pensais à Jake conduisant sa Lamborghini à des fêtes. Je pensais à ma mère achetant de nouveaux rideaux pendant que son fils dormait sur des cartons. La haine me tenait chaud. Une nuit, un homme s'assit à côté de moi au restaurant. Il était 2 heures du matin. Je frottais une casserole de ma seule main valide. Il était plus âgé, portait un costume effiloché qui avait autrefois été cher, lisant un épais livre sur le droit des sociétés. Il s'appelait Monsieur Henderson. Il me vit essayant de lire un journal jeté. « Tu es un enfant intelligent, dit-il, sans lever les yeux. Que fais-tu à laver la vaisselle ? » « Survivre, dis-je, essuyant la sueur de mon front. « La survie est pour les animaux, répondit-il, me regardant enfin. Ses yeux étaient injectés de sang mais vif. Les hommes construisent. Que veux-tu construire ? J'ai regardé mon plâtre, sale et gris. Un cercueil, dis-je sombrement. Pour qui ? Pour une dynastie, sourit-il. C'était un sourire de requin. Alors tu ferais mieux d'apprendre comment la loi fonctionne. C'est la seule arme qui ne laisse pas de sang sur tes mains. Monsieur Henderson est devenu ma bouée de sauvetage. C'était un avocat radié du barreau, brillant, mais alcoolique. Il avait tout perdu à cause de l'alcool, mais il avait toujours son esprit. Il m'a tout appris. Nous nous asseyions dans ce restaurant jusqu'à l'aube, et il dessinait des schémas de structure d'entreprise sur des serviettes. Il m'a appris les sociétés écrans, l'évasion fiscale, les points faibles de l'armure d'un homme riche. Il m'a aidé à naviguer dans le système pour obtenir une aide financière en tant que mineur émancipé. Tu n'as pas besoin de leur argent, m'a dit Henderson une nuit alors que je me plaignais des frais de scolarité. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as faim. Ils sont pleins, Christian, gras et lents. Tu meurs de faim. Cela te rend dangereux. J'ai obtenu mon GED, puis j'ai fréquenté le collège communautaire. J'ai eu 3 emplois. Concierge, veilleur de nuit, chauffeur-livreur. Je ne dormais pas. Je ne sortais pas. Je ne m'amusais pas. Je travaillais juste. J'ai été admis à l'université d'État avec une bourse d'études complète. J'ai étudié la comptabilité et le droit. Pendant que d'autres enfants faisaient la fête, j'étudiais la comptabilité judiciaire. Je suis devenu obsédé par le flux d'argent. L'argent était le sang du monde. Et si vous saviez comment le suivre, vous pouviez tuer n'importe quelle bête en coupant l'approvisionnement. 7 ans se sont écoulés. J'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma promotion. Puis l'école de droit. J'ai décroché un emploi au ministère de la Justice,
plus précisément au sein de la division des crimes financiers. Mon salaire de départ n'était pas énorme, mais mon pouvoir grandissait. J'ai acheté mon premier costume. Il était bon marché, prêt à porter, mais quand je l'ai enfilé, j'ai eu l'impression de mettre une armure. Je me suis regardé dans le miroir. Le garçon maigre et terrifié aux bras cassés avait disparu. Me fixait un homme aux yeux froids et à la mâchoire ciselée. J'ai commencé à construire un dossier sur la famille Sterling. Il n'était pas difficile de trouver les failles. Mon père, Robert, dirigeait une énorme organisation caritative appelée la Fondation Sterling. Sur le papier, il construisait des orphelinats et soutenait les anciens combattants. Mais en fouillant dans les registres fiscaux publics, les chiffres ne concordaient pas. Des millions de dollars affluaient vers des sociétés écrans aux îles Caïmans. Et puis il y avait Jake. Jake n'a jamais fait la NFL. Il s'est déchiré le genou un an après mon départ. Le karma agit de manière mystérieuse. Maintenant, il était répertorié comme consultant pour la fondation, percevant un salaire de 400 000 $ par an, mais il n'y avait aucune trace de travail réel de sa part. Pas de mai, pas de réunion, rien. J'ai fouillé plus profondément. J'ai trouvé des rapports de police qui avaient disparu. Des accusations d'agression contre Jake qui avaient été mystérieusement abandonnées. Des règlements versés à de jeunes femmes étiquetées comme frais de consultation NDA dans le registre. Mes parents n'étaient pas seulement méchants. Ils étaient des criminels. Ils utilisaient l'argent de la charité pour corrompre la police, réduire les victimes au silence et financer leur style de vie somptueux. Ils volaient des orphelins pour acheter des Rolls-Royce. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Ils m'avaient jeté dehors pour avoir ruiné l'image de la famille. Pourtant, ils dirigeaient une entreprise criminelle. Je savais qu'il me fallait plus que de simples déclarations de revenus. Il me fallait la preuve irréfutable. Il me fallait la preuve physique. J'étais prêt. J'avais l'éducation. J'avais l'insigne. Et grâce à Monsieur Henderson, je savais exactement où chercher. C'est le moment, me suis-je murmuré dans mon petit appartement à DC. Je n'étais plus un simple survivant. J'étais l'architecte de leur destruction. Ma grande chance est venue quand j'ai été promu procureur spécial pour un groupe de travail fédéral ciblant la fraude caritative. J'avais passé 2 ans au ministère de la Justice à faire profil bas, clôturant de petites affaires avec une efficacité impitoyable. J'étais connu sous le nom de l'homme de glace au bureau parce que je ne souriais jamais, n'allais jamais au happy hour et ne perdais jamais une affaire. Mon patron, une femme dure nommée procureur général Reynolds, m'a appelé dans son bureau un mardi pluvieux. « Christian, dit-elle, jetant un dossier sur son bureau. Nous avons un dénonciateur d'une organisation caritative de taille moyenne dans le Midwest. Il affirme que les propriétaires blanchissent de l'argent pour un cartel et paient des flics locaux. C'est un désordre. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît la région pour y aller discrètement, évaluer la situation et monter un dossier RICO. J'ai regardé le nom du dossier, la Fondation Sterling. Mon cœur s'est arrêté une seconde. La pièce a tourné. C'était ça. L'univers me tendait l'épée. J'ai gardé un visage complètement neutre. J'ai tendu la main et j'ai ouvert le dossier. Il y avait une photo de mon père, Robert, serrant la main du maire. Il avait l'air plus vieux, plus gris, mais il avait toujours cet air suffisant d'intouchabilité. Je connais bien la région, dis-je, ma voix calme. Je peux m'en occuper. C'est dangereux, Christian, a averti Reynolds. Nous parlons ici d'argent de cartel. Nous avons retracé les dépôts. La Fondation Sterling ne se contente pas de prélever des fonds. Ils blanchissent de l'argent de la drogue. S'ils découvrent que vous êtes du ministère de la Justice, ils ne vous poursuivront pas seulement en justice, ils vous tueront. Un frisson me parcourut l'échine. Argent de cartel. Je savais que mes parents étaient corrompus, mais je ne savais pas qu'ils étaient de mèche avec ce genre de mal. Cela avait du sens, cependant. Leur cupidité n'avait pas de fond. Je ferai attention, dis-je. Je travaillerai sous couverture. Procédure d'audit standard. Bien, dit-elle. Vous entrez en tant qu'auditeur indépendant embauché par l'État. Ne leur faites pas savoir que vous êtes du fédéral tant que vous n'avez pas les menottes prêtes. Nous voulons les prendre en flagrant délit. Je suis sorti de son bureau, le dossier serré contre ma poitrine.
Je suis allé directement aux toilettes et j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. Tu n'es plus leur fils, ai-je dit à mon reflet. Tu es la loi. Je suis rentré chez moi, dans mon modeste appartement cette nuit-là, et j'ai fait mes valises. Cette fois, je n'ai pas emballé un sac de sport déchiré. J'ai emballé un costume italien sur mesure. J'ai emballé mon arme de service, un Glock 19. J'ai emballé une pile de citations à comparaître. J'ai également emballé une petite photo encadrée de Monsieur Henderson, décédé d'une insuffisance hépatique l'année précédente. Il n'a jamais pu me voir les faire tomber, mais il serait là en esprit. J'avais besoin d'une voiture. Je ne pouvais pas arriver dans une berline gouvernementale. Cela crie, flic, mais je ne pouvais pas non plus arriver dans une voiture de sport à accent grave-l'œil. J'avais besoin de quelque chose qui disait, professionnel, ennuyeux, mais cher. J'ai loué une Audi A6 noire. Conduire de nouveau dans ma ville natale fut une expérience surréaliste. Les rues semblaient les mêmes, bordées des mêmes chaînes, mais la sensation était différente. La dernière fois que j'étais dans ces rues, je marchais sous la pluie, pleurant, tenant un bras cassé. Maintenant, je conduisais une voiture allemande, portant un costume à $2000 avec le pouvoir du gouvernement des États-Unis derrière moi. Je me suis enregistré au meilleur hôtel de la ville. Ironiquement, c'était l'endroit où mon père avait organisé ses fêtes d'anniversaire. Le concierge a regardé ma carte d'identité. Monsieur Reynolds, a-t-il dit en utilisant mon nom de couverture. Bienvenue. Je suis monté dans ma chambre et j'ai étalé les dossiers sur le lit. Je devais mémoriser chaque détail. J'ai découvert quelque chose d'intéressant dans les relevés bancaires. Un paiement récurrent pour l'aménagement paysager à une entreprise qui n'existait pas. $50 000 par mois. Il allait sur un compte lié à une adresse spécifique dans le quartier délabré de la ville. J'ai vérifié l'adresse. Elle appartenait à une femme nommée Sarah Martinez. Le nom me semblait familier. J'ai fouillé dans les vieilles archives de la police. J'avais accès à Sarah Martinez. Il y a 5 ans, elle avait déposé une plainte contre Jake Sterling pour agression grave. Le rapport a été déposé, puis 2 jours plus tard, il a été retiré. Sarah avait signé une déclaration disant qu'elle l'avait inventé, puis les paiements ont commencé. Ce n'était pas de l'aménagement paysager. C'était de l'argent de silence. Mon sang bouillonnait. Jake avait blessé quelqu'un, probablement gravement, et mes parents avaient utilisé l'argent de la charité. De l'argent destiné aux orphelins pour acheter son silence. C'était mon levier. Les crimes financiers étaient suffisants pour les incarcérer, mais le coût humain, c'est ce qui détruirait leur réputation pour toujours. J'ai décidé de visiter le siège de la Fondation Sterling le lendemain matin. Mais d'abord, j'avais besoin de le voir. J'avais besoin de voir Jake. Je savais où il serait. Chaque vendredi après-midi, Jake tenait sa cour à l'Oak Haven Club, un country club exclusif où l'élite de la ville se réunissait pour se flatter mutuellement l'ego. J'y suis allé et j'ai garé ma voiture. Je suis entré dans le salon, commandant une eau pétillante. Je me suis assis dans un coin, observant, et il était là. Jake n'avait pas bien vieilli. 32 ans. Il était bouffi. Son visage était gonflé par l'alcool, ses cheveux s'éclaircissaient. Il était bruyant, tapant la main sur la table, riant de ses propres blagues. Il était entouré de sycophantes, des gens qui n'étaient là que parce qu'ils payaient les boissons. Il portait une montre Tapa accent grave-l'œil qui coûtait probablement plus cher que ma première année d'études. Dehors, je l'avais vu. La Lamborghini Urus vert citron. Elle était garée sur 2 places handicapées. Typique. Je l'ai observé pendant 1 heure. J'ai vu la façon dont il s'en prenait à la serveuse. J'ai vu la façon dont il attrapait le bras d'une jeune femme qui essayait de s'éloigner de lui. Il n'avait pas changé. C'était toujours un tyran. Il était juste un tyran plus riche et plus gros. J'ai fini ma boisson et je suis sorti. Alors que je traversais le parking, j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La Lamborghini verte est arrivée en trombe au coin, beaucoup trop vite. Je me suis arrêté, sans broncher. La voiture a freiné en grinçant à quelques centimètres de mes jambes. La vitre s'est abaissée. Jake a passé la tête, le visage rouge et en sueur. « Regarde où tu marches, idiot » a-t-il hurlé.
Cette peinture coûte plus cher que ta vie. Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Il se souvenait d'un adolescent maigre et terrifié. Il n'a pas reconnu l'homme de 1,88 m en costume sur mesure qui se tenait devant lui. Je me suis penché, posant mes mains sur le cadre de sa fenêtre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Belle voiture, Jake, dis-je calmement. Dommage qu'il lui arrive quelque chose. Il cligna des yeux, confus par mon absence de peur. Je te connais? Pas encore, j'ai souri. C'était un sourire froid. Mais tu vas me connaître. Je me suis détaché de la voiture et j'ai continué à marcher. Et, a-t-il crié après moi. Qui te crois-tu? Sais-tu qui est mon père? Je ne me suis pas retourné. J'ai juste levé la main dans un vague salut. Oh, je sais qui est ton père, Jake, me suis-je murmuré. Et je sais qu'il ne pourra pas te tirer de ce qui arrive. Je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'effort de me retenir. Je voulais le traîner hors de cette voiture et lui casser le bras comme il m'avait cassé le mien. Mais j'ai pris une grande inspiration. Patience. La voix d'Henderson résonnait dans ma tête. Ne brise pas le pion. Capture le roi. J'ai démarré le moteur. La tempête était arrivée. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de la Fondation Sterling. C'était une monstruosité de verre en centre-ville, hurlant la richesse et la prétention. Je me suis approché du comptoir de la réception, ma mallette lourde de citations à comparaître. Je suis ici pour voir Monsieur Sterling concernant l'audit de l'État, ai-je dit à la réceptionniste. Elle a regardé ma carte. Monsieur Reynolds, il ne vous attendait pas avant la semaine prochaine. J'aime être minutieux, ai-je dit. Dites-lui que c'est à propos du contrôle de conformité pour le cartel. Je veux dire, le statut caritatif. J'ai glissé exprès juste pour me tester. Elle ne l'a pas remarqué. Elle a appelé. 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et mon père est sorti. Robert Sterling avait exactement l'air que je me souvenais, juste avec plus de rides autour des yeux. Il avait la même démarche arrogante, la démarche d'un homme qui possède le bâtiment. Il a tendu la main, affichant son sourire de politicien. « Monsieur Reynolds, c'est bien ça ?» a-t-il demandé, regardant ma carte de visite. « Ma secrétaire m'a dit que vous étiez ici pour le contrôle de conformité. Nous faisons habituellement envoyer les dossiers par nos avocats. » J'ai serré sa main. Sa poigne était faible, moite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai cherché une étincelle de reconnaissance, une pause, une hésitation, rien. Il a regardé son propre fils et a vu un étranger. Pour lui, Christian Sterling était mort ou pourrissant dans un caniveau quelque part. Il ne pouvait pas concevoir que l'auditeur professionnel en costume était le garçon qu'il avait jeté sous la pluie. « Je préfère être sur place, Monsieur Sterling, dis-je, gardant ma voix neutre. Nouvelle réglementation de l'État. Nous devons vérifier les actifs physiques et croiser les dépenses caritatives avec la base de données des bénéficiaires. » Il fronça les sourcils une seconde. Cela me semble excessif. Nous faisons un excellent travail ici. Nous venons de lever 3 millions de dollars pour le fonds de bienfaisance de la police. J'en suis sûr, dis-je. C'est d'ailleurs l'un des fonds que nous devons examiner. Il y a eu quelques irrégularités dans le décaissement. Irrégularités? Son sourire disparut. Écoutez, mon cher, je ne sais pas qui vous a envoyé, mais le nom Sterling est impeccable dans cette ville. J'en suis sûr, dis-je. Alors vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Il me regarda pendant une fraction de seconde. Je vis une étincelle de familiarité dans ses yeux. Peut-être était-ce mon nez ou la forme de ma mâchoire, mais il rejeta cela. Bien, claqua-t-il. Mon assistante vous installera dans la salle de conférence, mais faites vite. Nous avons notre gala du 30e anniversaire ce week-end, et je ne veux pas que vous me gêniez. Oh, je ne manquerai le gala pour rien au monde, dis-je. Il paraît que ce sera une nuit inoubliable, grommela-t-il et il s'éloigna. Dès qu'il fut parti, je laissai échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La douleur dans ma poitrine était sourde, lancinante. Il ne me connaissait vraiment pas. J'étais complètement effacé de son esprit. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette salle de conférence.
Mais je ne regardais pas seulement les dossiers papier qu'ils me donnaient. J'étais en train de pirater leur réseau interne. J'ai utilisé un programme de déchiffrement par force brute que j'ai développé avec un ami au ministère de la Justice. Il m'a fallu jusqu'à jeudi soir pour craquer le fichier crypté sur le serveur principal. Et là, il était, le registre occulte. Ce n'était pas seulement de la corruption. C'était massif. Il détournait de l'argent de cartels de la drogue à travers l'organisation caritative, le blanchissant et prenant une commission de 15%. Il corrompait des juges. Il corrompait la commission de zonage. Et puis j'ai trouvé le dossier de GEC. C'était un sous-dossier. À l'intérieur, il y avait des copies scannées de chèques. 50 000 $ à S. Martinez, NDA concernant une agression, 10 000 $ à l'officier Miller, destruction de preuves, conduite en état d'ivresse, 25 000 $ à L. Davis, règlement à l'amiable, procès en paternité. Mon estomac se tordait. Ils avaient dépensé des millions pour le couvrir. Des millions de dollars d'argent sale pour que leur enfant prodige continue de briller pendant que je mangeais dans les poubelles. Mais le dossier numérique ne suffisait pas. J'avais besoin d'un témoin. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse témoigner de l'intention. J'ai regardé les registres de paix. J'ai remarqué un nom qui avait été abruptement licencié il y a 3 ans. Martha Higgins, femme de ménage, 20 ans de service. Je me souvenais de Martha. C'était la seule personne dans cette maison qui m'avait jamais glissé un cookie ou pensé un genou écorché quand mes parents ne regardaient pas. Elle était gentille. J'ai trouvé son adresse. Elle vivait dans un immeuble délabré en bordure de ville, un endroit où les lampadaires ne fonctionnaient pas. J'y suis allé tard dans la nuit. J'ai frappé à la porte. Une femme âgée l'a ouverte, regardant à travers la chaîne. « Oui, Martha, dis-je doucement. C'est Christian. Christian Sterling. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit en grand. Elle haleta, couvrant sa bouche de mains tremblantes. « Christian, murmura-t-elle. Oh, mon doux garçon, nous pensions que tu étais mort. » Elle me serra dans ses bras. Elle sentait la lavande et le vieux papier. C'était la première fois qu'une figure maternelle me serrait dans ses bras depuis 10 ans. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je me suis assis dans sa petite cuisine et j'ai bu du thé. Je lui ai dit que j'allais bien. Puis je lui ai demandé pourquoi elle avait été renvoyée. Son visage s'assombrit. J'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir, Christian. J'ai vu ta mère brûler des papiers dans la cheminée, mais l'un d'eux n'a pas brûlé. Qu'est-ce que c'était? C'était un carnet, dit-elle. Je l'ai récupéré après qu'elle a quitté la pièce. Mes mains ont été brûlées, mais je l'ai sauvé. Mon cœur commença à battre la chamade. Tu l'as toujours? Je l'ai gardé, dit-elle en se levant. Je savais qu'ils étaient diaboliques. Je l'ai gardé au cas où tu reviendrais un jour. Elle alla dans sa chambre et revint avec un carnet noir carbonisé. Je l'ouvris. C'était l'écriture de ma mère. C'était un journal de paiement. Il détaillait les pots de vin. Il détaillait la haine. Il y avait une entrée de la nuit où il m'avait mis à la porte. 12 novembre. Enfin débarrassé du de trop. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la carrière de GEC sans distraction. Robert a payé le chef de la police pour ignorer tout appel de Christian. Je fermai le livre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du poids de l'arme que je tenais maintenant. C'était ça. C'était le coup fatal. Merci, Martha, dis-je en me levant. Tu viens de sauver le monde. Qu'est-ce que tu vas faire, Johnny, demanda-t-elle, utilisant son ancien surnom pour moi. Je vais au gala, dis-je. Et je vais prononcer un discours. J'ai quitté l'appartement de Martha et j'ai fait un dernier arrêt. Sarah Martinez. Je l'ai trouvée travaillant tard dans un restaurant. Elle était marquée physiquement et émotionnellement. Quand je lui ai dit qui j'étais et ce que je faisais, elle a pleuré. Je pensais être seule, a-t-elle dit. Tes parents? Ils m'ont dit qu'ils tueraient mon chien si je parlais. Ils m'ont donné de l'argent et m'ont fait signer un papier. Ce papier est nul, lui ai-je dit, lui tendant une citation à comparaître. C'est ta chance, Sarah. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je suis la loi maintenant et je te dis qu'ils ne peuvent pas te faire de mal.
Le samedi après-midi, les pièces étaient en place. J'avais le registre numérique. J'avais le journal physique. J'avais la déposition sous serment de 5 victimes. Je suis allé chez un tailleur haut de gamme et j'ai acheté un smoking. Bleu nuit, élégant, cher. Je voulais ressembler au prince des ténèbres venant réclamer son dû. J'ai regardé l'invitation que j'avais confisquée au bureau, la Fondation Sterling, 30 ans d'excellence, cravate noire. Je suis allé au lieu de la réception, la grande salle de bal du Ritz. Le parking était plein de Bentley, de Ferrari, et bien sûr, la Lamborghini Urus verte, garée juste devant sur le tapis rouge. J'ai garé ma voiture de location à l'arrière. J'ai rencontré le détective Miller, pas le corrompu, mais un policier d'État que j'avais impliqué. Nous avons sécurisé le périmètre, a dit Miller. Mes hommes sont en civil à l'intérieur en tant que serveurs. Nous attendons votre signal. Le signal, c'est quand je laisse tomber le micro, dis-je. J'ai ajusté mes boutons de manchette. J'ai vérifié la poche intérieure de ma veste où le mandat était plié. J'ai pris une grande inspiration. Allons faire la fête. La salle de bal était d'une opulence étouffante. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Les tables étaient drapées de soie. La pièce maîtresse de chaque table était un bouquet massif d'orchidées blanches. Les préférés de ma mère. La pièce sentait le parfum cher et l'hypocrisie. Il y avait 300 personnes. Le maire, les juges, les magnats des affaires, toutes les personnes qui avaient fermé les yeux pendant des décennies. Je me tenais dans l'ombre à l'arrière, observant. Mon père était sur scène, tenant un microphone. Il avait l'air royal. Ma mère se tenait à ses côtés, rayonnante, serrant un bouquet de roses. Jake était là aussi, l'air ennuyé, tapant sur son téléphone, appuyé contre le pupitre comme s'il possédait l'endroit. Merci à tous, a tonné Robert, sa voix amplifiée dans la salle. 30 ans, c'est long. Quand Eleanor et moi avons créé cette fondation, nous avions un rêve. Un rêve d'une communauté où chacun aide chacun. La foule applaudit poliment. Nous avons rencontré des défis, a-t-il poursuivi. Mais nous avons toujours mis la famille en premier. Et en regardant mon fils, Jake, je sais que l'avenir est entre de bonnes mains, a-t-il fait un geste vers Jake. Jake a fait un salut paresseux. Nous avons récolté 5 millions de dollars ce soir, a annoncé Robert. Et je suis fier de dire que chaque centime ira à des causes dignes. C'était mon signal. J'ai commencé à marcher dans l'allée centrale. Mes pas étaient silencieux sur le tapis moelleux, mais ma présence était lourde. En fait, Robert, ai-je crié, ma voix perçant les applaudissements. Ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? La pièce devint silencieuse, les têtes se tournèrent, 300 paires d'yeux se fixèrent sur moi. Mon père plissa les yeux face au projecteur. Excusez-moi, qui est-ce? Sécurité? Je continuais à marcher. Je suis entré dans la lumière. Tu ne me reconnais pas, papa, ai-je demandé. Ça fait 10 ans. Je suppose que j'ai l'air un peu différent sans le bras cassé. Ma mère laissa tomber son bouquet. Les roses se dispersèrent sur le sol. Sa main s'envola vers sa gorge. Christian, un murmure déchira la foule. Le fils perdu, celui qui s'est enfui. Christian, dit mon père, sa voix tremblante d'un mélange de choc et de rage. Qu'est-ce que tu fous ici? Sors. Sécurité, faites sortir cet intrus. 2 gardes de sécurité costauds se dirigèrent vers moi. Agent fédéral, hurlai-je, brandissant mon insigne en l'air. Quiconque me touche sera accusé d'entrave à la justice. Les gardes se figèrent. Ils regardèrent mon insigne, puis mon père. Ils reculèrent. Ils n'étaient pas assez payés pour combattre le fédéral. Je montai les escaliers jusqu'à la scène. Je me tins à 1,5 mètre d'eux, la même distance que cette nuit-là dans le hall. Mais maintenant, c'était moi qui avais le contrôle. Qu'est-ce que c'est? Jake s'avança, bombant le torse. Tu crois qu'un faux badge nous fait peur? Dégage, minable. Je l'ignorais. Je regardais la foule. J'attrapais le microphone du support. Mesdames et messieurs, dis-je, ma voix calme et froide. Je m'appelle Christian Sterling. Je suis procureur spécial pour le département de la justice et ce soir,
nous célébrons un tout autre type d'anniversaire. Je sortis une télécommande de ma poche et la pointai vers le gigantesque écran de projection derrière eux qui affichait le logo de la fondation. Clic. L'écran changea. Ce n'était plus un logo. C'était un tableur. Le registre occulte. Ceci, indiquai-je, est un enregistrement de paiements illégaux effectués par la Fondation Sterling. Blanchiment d'argent pour le cartel. Pot de vin au juge Stevens. Pot de vin au chef de la police Higgins. Je vis le chef de la police au premier rang pâlir et commencer à chercher la sortie. Asseyez-vous, chef, ordonnai-je. Mes hommes sont déjà aux portes. Des policiers d'État en tenue tactique firent irruption par les doubles portes, se plaçant le long des murs. La pièce éclata en halètements et en cris. Je me tournai vers mes parents. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air terrifiés. Vous avez menti à tout le monde, leur dis-je. Vous leur avez dit que j'étais un fugitif. Vous leur avez dit que j'étais fou. Mais la vérité est que vous avez jeté un jeune de 18 ans blessé sous la pluie pour protéger, je montrai du doigt Jack, un prédateur, un agresseur. Clic. L'écran changea de nouveau. C'était une vidéo. La vidéo de la caméra embarquée de la Lamborghini. Un fichier que Jack pensait avoir supprimé. Elle montrait Jack riant avec un ami. Vois dans la vidéo. Oui, je l'ai frappé. Et alors? Papa l'a payé. Je peux faire ce que je veux. Je suis un Sterling. Nous possédons cette ville. La foule haleta. Un bruit collectif de dégoût emplit la pièce. Jack se jeta sur moi. Je vais te tuer. Je ne sciais pas. Alors qu'il donnait son coup, je fis un pas de côté, attrapai son poignet, le même mouvement qu'il avait utilisé sur moi il y a des années, et je le tordis. Je le plaquai le visage contre le sol de la scène. Vous avez le droit de garder le silence, lui murmurai-je à l'oreille. Le détective Miller se précipita sur la scène et passa les menottes à Jack. Je me levai et fis face à mes parents. Mon père tremblait. Ma mère pleurait. Pas de fausses larmes cette fois, mais de vraies larmelettes de ruine. Christian, bégaya mon père. Christian, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. Nous pouvons faire un marché. J'ai de l'argent. Je peux te donner la moitié. Éteins juste l'écran. Je le regardais. Je regardais l'homme qui m'avait traîné par terre. Je ne veux pas votre argent, Robert, dis-je. Je veux votre héritage. Je sortis les mandats. Robert Sterling. Eleanor Sterling. Vous êtes en état d'arrestation pour extorsion de fonds, blanchiment d'argent, entrave à la justice et fraude caritative. Vos actifs ont été gelés. Vos comptes ont été saisis. Le spectacle est terminé. Ma mère tendit la main vers moi, sa main tremblante. Christian, je suis ta mère. S'il te plaît, ne fais pas ça à ta famille. Je la regardai droit dans les yeux. Famille, demandai-je. Je n'ai pas de famille. Je me souviens d'une femme qui a jeté un sac déchiré dans une flaque d'eau et m'a dit que j'étais des ordures. Je me penchai près d'elle. Tu as fait ton choix cette nuit-là, Eleanor. Ce soir, je fais le mien. Je fis un signe de tête aux officiers. Emportez-les. Alors que la police les emmenait de la scène menottée, les flashs des appareils photo capturant chaque seconde de leur humiliation, je ne ressentis pas de joie. Je ressentis une satisfaction lourde et profonde, comme si je déposais un poids que j'avais porté pendant 10 ans. Je regardais la foule qui me fixait dans un silence stupéfait. Profitez du dessert, dis-je. Il paraît qu'il a été payé avec de l'argent volé. Je lâchai le microphone. Il frappa le sol avec un bruit sourd. Les suites furent rapides et brutales car j'avais impliqué le fédéral. Il n'y avait pas de juge local pour les libérer sous caution. Ils se virent refuser la caution en raison d'un risque de fuite grâce au compte des Caïmans que j'avais découvert. Le lendemain matin, je me tenais sur le trottoir devant le manoir Sterling. C'était une scène chaotique. Des marshals américains marquaient tout. Des déménageurs emportaient des tableaux, des statues, des meubles, puis vinrent les voitures. Je regardais une dépanneuse accrocher la Rolls-Royce Cullinan. Mon père aimait cette voiture plus qu'il ne m'aimait. La voir traîner sur la rampe couverte de poussière me semblait poétique.
Puis vint la Lamborghini Urus, le monstre vert, le symbole de l'immunité de Jake. Elle fut chargée sur un plateau. Elle serait vendue aux enchères pour rembourser les victimes. Je sentis une présence à côté de moi. C'était Martha, la femme de ménage. « Tu l'as fait, Johnny » dit-elle doucement. « Tu l'as vraiment fait. »« Nous l'avons fait, Martha » dis-je. 2 jours plus tard. Je suis allé leur rendre visite au centre de détention fédéral. Je n'étais pas obligé, mais j'avais besoin de clôturer ce chapitre. J'ai d'abord rendu visite à Jake. Il était dans une cellule d'isolement parce qu'il avait déjà essayé de se battre avec un garde. Il avait l'air pathétique dans une combinaison orange, sans son gel capillaire, sans sa montre chère. Il me regarda à travers le plexiglas. « Tu crois avoir gagné » ricana-t-il, mais sa voix se brisa. « Tu ne sortiras pas d'ici, Jake » dis-je, me penchant vers le microphone. « J'ai trouvé l'argent de la drogue. C'est un minimum obligatoire de 20 ans. Et avec les accusations d'agression que j'ai rétablies, tu auras 50 ans avant de revoir le soleil, et d'ici là, personne ne se souviendra de ton nom. » Il commença à crier, frappant ses poings contre la vitre. J'ai juste raccroché et je suis parti. Puis je suis allé voir mes parents. Ils étaient dans une salle d'interrogatoire, assis à une table métallique. Ils avaient l'air rapetissés, ayant vieilli de 10 ans en 2 jours. Quand je suis entré, mon père s'est levé. « Christian » dit-il, essayant de retrouver une certaine autorité. « Tu dois arranger ça. Appelle le gouverneur. Dis-leur que c'était une erreur. » « Ce n'était pas une erreur, dis-je en m'asseyant. C'était la justice. Nous t'avons donné la vie, sanglota ma mère. Comment peux-tu être si ingrat? Vous m'avez donné la vie, acquiesçai-je. Et puis vous avez essayé de la détruire. Vous avez choisi un monstre plutôt que votre fils parce qu'il savait lancer une balle et que j'étais juste un nerd. Vous avez valorisé l'image plus que la moralité. Je fouillai dans ma mallette. J'en sortis une photographie. C'était une photo de moi prise 10 ans auparavant par un bénévole d'un refuge. J'étais maigre, sale, tenant ce sac de sport bleu déchiré. Je glissai la photo sur la table. Vous m'avez jeté dehors avec un sac d'ordures, dis-je. Alors, je vous rends l'appareil. La maison est partie. Les voitures sont parties. La fondation est partie. L'argent est parti. Vous êtes sans le sou. Et vous allez mourir en prison. Mon père regarda la photo. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, la réalité le frappa. Il n'était plus Robert Sterling le magnate. Il n'était qu'un vieux criminel qui avait sous-estimé sa victime. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi aller si loin ?»« Parce que » dis-je en boutonnant ma veste. « Vous m'avez dit que je ne serais jamais rien. Je voulais juste vous montrer que je suis devenu la seule chose que vous ne pouviez pas acheter. » Je me tournai vers la porte. « Christian » cria ma mère. « Christian, attends. Qu'est-ce que nous sommes censés faire ?» Je m'arrêtai, la main sur la poignée de porte. Je l'ai regardé une dernière fois. « Je ne sais pas » dis-je, répétant les mots qu'elle m'avait dit cette nuit pluvieuse. « Ce n'est pas mon problème. » Je suis sorti. La porte se referma derrière moi. Le bruit métallique lourd d'un verrou qui se met en place. Mais cette fois, j'étais dehors et j'étais libre. Je suis sorti de la prison et je suis entré sous le soleil. L'air était chaud. Le ciel était bleu. J'ai pris une grande inspiration. C'était fini. Le fantôme de la nuit glaciale avait disparu. Le temps est une chose étrange. Quand j'avais 18 ans, tremblant sous ce pont avec un bras douloureux, 10 minutes me semblaient 10 ans. Mais l'année qui a suivi l'arrestation de ma famille, elle s'est écoulée comme une rivière rapide, lavant la crasse du passé. Le procès a été le cirque médiatique que tout le monde attendait. Mais ce n'était pas le front uni que mon père avait promis. Je me souviens être assis à l'arrière de la salle d'audience lorsque la poursuite a commencé. J'ai regardé la famille parfaite Sterling se désintégrer sous mes yeux. Il s'avère que la loyauté dans ma famille était exactement ce que j'avais toujours soupçonné, une transaction. Une fois que les comptes bancaires ont été gelés et que les salaires ont cessé, l'amour s'est évaporé. Ma mère a affirmé qu'elle était une victime de la nature dominatrice de mon père,
se présentant comme une femme au foyer impuissante qui ne savait pas d'où venait l'argent. Mon père a à son tour affirmé qu'elle était le cerveau derrière le blanchiment d'argent. La Lady Macbeth lui chuchotant à l'oreille. Ils se sont déchirés mutuellement à la barre. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Ils ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes. Les voir se détruire mutuellement pour éviter une peine plus longue a été la confirmation finale dont j'avais besoin. Ils n'aimaient pas Jake. Ils ne s'aimaient pas. Ils n'aimaient que le reflet d'eux-mêmes qu'ils voyaient dans le miroir. Le jury n'a rien cru de tout cela. Jake a été condamné à 25 ans. La juge a ajouté une clause spéciale concernant la nature violente de ses crimes, s'assurant qu'il ne serait pas éligible à la libération conditionnelle avant l'âge de près de 50 ans. Mes parents ont écopé de 15 ans chacun. Je me souviens du son du marteau qui frappait. Bang. Cela ne ressemblait plus à un coup de feu cette fois. Cela ressemblait à un point à la fin d'une longue et terrible phrase. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas souri. J'ai juste expiré. C'était un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis mes 18 ans. Mais la vraie histoire ne concerne pas leur incarcération. Elle concerne ce que j'ai fait de ma liberté. Après le procès, on m'a offert une promotion massive au ministère de la Justice. Ils voulaient faire de moi le visage de l'unité anticorruption ADC. Cela venait avec un bureau d'angle, un salaire à 6 chiffres et suffisamment de prestige pour enterrer mon passé à jamais. J'ai refusé. Mon patron, l'agent Reynolds, a pensé que j'étais fou. Christian, dit-elle, tu es le golden boy du département en ce moment. Tu peux choisir ta voie. Je suis fatigué des golden boys, lui dis-je. J'ai du travail à faire ici. Vous voyez, pendant l'enquête, nous avons saisi des millions d'actifs. La Lamborghini, la Rolls-Royce, le manoir, les bijoux, tout a été liquidé par l'État. En tant que principal dénonciateur et enquêteur principal qui a découvert la fraude fiscale, j'avais droit à un pourcentage des fonds récupérés. C'est une incitation gouvernementale standard pour encourager les gens à signaler la fraude massive. Quand le chèque est arrivé, je l'ai fixé. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. C'était essentiellement mon héritage versé dans les cendres de leur destruction. Mon premier instinct fut de le brûler. Cet argent était maudit. Il provenait de pots de vin, de la peur, de la souffrance de personnes comme Sarah Martinez. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que M. Henderson me disait au restaurant. L'argent n'a pas d'âme, Christian. Il prend l'esprit de la main qui le tient. Alors j'ai décidé de le nettoyer. J'ai acheté un bâtiment, pas un manoir. C'était un vieil entrepôt abandonné du côté de la ville, le quartier difficile, non loin de l'endroit où je dormais dans la rue. J'ai embauché des entrepreneurs. J'ai embauché des professeurs. J'ai embauché des thérapeutes. Nous l'avons appelé le phare. Ce n'était pas juste un abri. C'était un centre complet pour les jeunes à risque, en particulier ceux qui sortaient du système de placement familial ou qui fuyaient des foyers abusifs. Nous offrions des conseils juridiques aux enfants bloqués dans des batailles pour la garde brutale. Nous accordions des bourses d'études universitaires aux enfants qui avaient les notes mais pas l'argent. Nous leur avons donné ce que je n'avais jamais eu, un filet de sécurité. Un après-midi, environ 6 mois après l'ouverture, je traversais le hall principal. L'odeur de peinture fraîche et de sueur de bois flottait encore dans l'air. J'ai vu un enfant assis dans un coin. Il avait peut-être 16 ans, maigre, portant un sweat à capuche trop grand pour lui. Il tenait son bras maladroitement contre sa poitrine. Je me suis arrêté. L'image était si familière qu'elle m'a coupé le souffle. Je me suis approché et je me suis assis à côté de lui. « Salut », dis-je. « Je suis Christian. » Il sursauta. « Je n'ai rien volé », marmonna-t-il, repliant ses genoux. « Je sais », dis-je. « Ton bras te fait mal ?» Il baissa les yeux, refusant d'établir un contact visuel. Je suis tombé. « Vraiment ?» demandai-je doucement. « Quelqu'un t'a fait tomber ?» Il resta silencieux, mais je vis son menton trembler. « Mon beau-père » murmura-t-il finalement. Il s'est mis en colère parce que je n'ai pas bien lavé le camion. J'ai senti cette vieille rage s'allumer dans ma poitrine, chaude et familière. Mais je l'ai étouffée. La rage n'aiderait pas cet enfant. L'action oui. Tu sais, dis-je,
retroussant ma manche pour montrer la cicatrice chirurgicale légère sur mon avant-bras où les médecins avaient dû remettre mon os en place il y a des années. J'ai eu une fracture comme ça quand j'étais un peu plus âgé que toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Oui. Oui. Ça faisait un mal de chien. Mais l'os a guéri plus fort qu'avant. Je le regardais droit dans les yeux. Tu es en sécurité ici, Léo. Nous avons un avocat sur place qui est spécialisé là-dedans. Tu ne retourneras pas là-bas. Voir Léo obtenir le plâtre dont il avait besoin. Le voir manger un repas chaud sans regarder par-dessus son épaule. C'était mieux que n'importe quelle victoire au tribunal. C'était la vraie victoire. Et je ne l'ai pas fait seul. Sarah Martinez, l'amie avocate qui m'avait soutenu quand je n'étais personne, est devenue ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle a quitté son emploi en entreprise pour diriger la clinique juridique du phare. Nous passions nos journées à nous battre pour les enfants et nos nuits à essayer de comprendre comment préparer le dîner sans mettre le feu à l'appartement. Nous ne vivions pas dans un manoir. Nous avons acheté une maison à rénover, une petite maison de 2 chambres avec un grand porche dans une rue calme. J'ai troqué l'élégante berline gouvernementale noire contre un camion Ford F-150. Il n'était pas rapide, il n'était pas tapa accent Graveleuil, mais il pouvait transporter du bois pour le centre et des courses pour la banque alimentaire. Il était utile. Un soir, Sarah et moi étions assis sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange. « Tu as reçu une lettre aujourd'hui » dit Sarah, me tendant une enveloppe. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était celle de ma mère. L'adresse de retour était le centre correctionnel fédéral. Je la tins un instant. Je pouvais sentir son poids. Il y a 10 ans, une lettre d'elle m'aurait détruit. J'aurais analysé chaque mot, cherchant des excuses, cherchant de l'amour. Mais maintenant, ce n'était que du papier. « Tu ne veux pas l'ouvrir » demanda Sarah doucement. « Je sais déjà ce qu'elle dit » dis-je. Elle veut de l'argent ou elle veut le pardon ou elle veut me blâmer. Peu importe. Je sortis un briquet de ma poche, celui que j'utilisais pour allumer le barbecue, et je mis le coin de l'enveloppe en feu. Je la laissai tomber dans le cendrier métallique et regardai les flammes faire onduler le papier, transformant ces mots en cendres avant même que je ne les lise. « Ils ne vivent plus dans ma tête » dis-je. « Ils ne paient pas de loyer là-bas. » Sarah sourit et tendit la main pour prendre la mienne. « Tu es un homme bon, Christian Sterling. »« J'y travaille » dis-je. Je fouillai dans ma poche. J'avais porté une petite boîte en velours pendant 3 semaines, attendant le bon moment. Il n'y avait pas de paparazzi ici, pas de grands gestes, pas de Rolls-Royce attendant de nous emporter, juste un Porsche, un chien aboyant au loin, et la femme qui m'avait vu quand j'étais invisible. « Sarah » dis-je, glissant du banc sur un genou. Elle haleta, ses mains s'envolant vers sa bouche. « Je n'ai pas de dynastie à t'offrir » dis-je, ma voix pleine d'émotion. « Je n'ai pas d'empire, mais je te promets que je ne te laisserai jamais affronter la pluie seule. Je construirai une maison avec toi, pas une vitrine de trophées. Veux-tu m'épouser » Elle ne dit pas oui immédiatement. Elle m'a juste plaqué dans un câlin qui m'a presque fait tomber du porche. « Oui » murmura-t-elle dans mon cou. 1000 fois. « Oui. » Alors que je la tenais, écoutant les grillons chanter dans l'air chaud de la nuit, je réalisais que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas froid. L'hiver était enfin terminé. Nous nous sommes mariés 2 mois plus tard dans le jardin du phare. Si mes parents l'avaient planifié, il y aurait eu 300 invités, des sculptures de glace et un communiqué de presse. Mais ce n'était pas une performance. C'était une célébration. Les invités n'étaient pas des sénateurs ou des PDG. C'étaient les enfants du centre. Léo était mon porteur d'alliance, l'air élégant dans un costume de location, son bras entièrement guéri. Martha, la femme de ménage qui avait sauvé le journal, était assise au premier rang, pleurant dans un mouchoir. Le détective Miller était là, buvant une bière et riant avec le personnel. C'était le mariage le plus pauvre en termes de budget, mais le plus riche en termes d'amour. Alors que je dansais avec Sarah sous les guirlandes lumineuses, me balançant au rythme d'une chanson lente, je regardais les visages des personnes qui se souciaient réellement de moi. J'ai réalisé que mes parents avaient tort sur tout. Ils pensaient que le pouvoir venait de la peur. Ils pensaient que le respect s'achetait. Ils pensaient que l'héritage était un nom sur un bâtiment.
Ils avaient tort. Ils pourrissaient dans des cellules, divorcés, seuls, en faillite. Leurs amis les avaient abandonnés dès que l'inculpation était tombée. Pas une seule personne de ce gala ne leur avait rendu visite. Je dansais dans un jardin entouré de personnes qui prendraient une balle pour moi. Non pas parce que je les payais, mais parce que je les servais. J'ai regardé ma montre, une simple Timex, pas une Rolex. Il était temps de couper le gâteau. J'étais libre. Il y a quelques semaines, je suis allé faire un tour. J'ai dit à Sarah que j'avais une dernière course à faire. J'ai conduit mon camion jusqu'à l'ancien quartier. C'était étrange de voir à quel point tout semblait petit maintenant. Quand on est un enfant effrayé, le monde ressemble à un labyrinthe de géants. Quand on est un homme adulte qui a défié la corruption et gagné, ça ressemble juste à une banlieue. Je me suis arrêté à l'adresse 1402 Oakwood Drive. Le manoir avait disparu. Après que la banque l'ait saisi, ils ont essayé de le vendre. Mais la réputation de la maison était si toxique, les rumeurs de la maison des secrets, le raid fédéral, que personne ne voulait y vivre. Finalement, un promoteur a acheté le terrain juste pour sa valeur foncière. Il l'avait rasé. Là où se trouvait autrefois le grand hall, il n'y avait qu'un tas de terre. La fenêtre où Jake se moquait de moi était de l'air vide. L'allée où mon père m'avait traîné était fissurée et envahie de mauvaises herbes. J'ai éteint le camion et je suis sorti. L'air était vif. Il ne pleuvait pas cette fois-ci. Je me suis dirigé vers l'endroit où je calculais que la porte d'entrée se trouvait autrefois. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Je m'attendais à entendre des échos de cris, la douleur fantôme dans mon bras, mais il n'y avait rien. Juste le son du vent dans les arbres et d'une tondeuse à gazon au loin. Le monstre n'était plus réel. Ce n'était qu'une histoire. J'ai réfléchi au concept de l'enfant doré. Mes parents avaient tout sacrifié, leur moralité, leurs finances, leur autre fils, pour construire un hôtel à Jake. Ils ont déversé toutes leurs espérances, leur narcissisme et leur cupidité en lui. Ils l'ont protégé de toutes les conséquences, l'ont épargné de toutes les réalités. Et ce faisant, ils l'ont détruit. Jake n'a jamais appris à être un être humain. Il n'a jamais appris l'empathie, la résilience ou le travail acharné. Il était un produit et quand le produit est devenu défectueux, l'usine a fermé. D'une manière tordue, j'étais le chanceux. En me jetant dehors, en me brisant, ils m'ont forcé à me reconstruire. Ils m'ont donné le cadeau de la lutte. Ils m'ont fait apprendre à survivre au froid. Ils m'ont dépouillé de mon droit et l'ont remplacé par la faim. Je me suis dirigé vers l'endroit où se trouvait le garage. Je me suis souvenu de la Lamborghini qui s'y trouvait, un symbole vert brillant de tout ce qui n'allait pas dans ma famille. J'ai donné un coup de pied à un morceau de débris. J'ai alors réalisé que je ne les haïssais plus. La haine demande de l'énergie. La haine demande que l'on s'en soucie. Ce que je ressentais était une pitié profonde et lointaine. C'étaient des figures tragiques dans une pièce dont ils ne savaient pas que c'était une tragédie. Ils pensaient être les rois et les reines, mais ils n'étaient que des pions. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de Sarah. Léo a reçu sa lettre d'acceptation au collège communautaire. On commande une pizza pour fêter ça. Rentre à la maison. Rentre à la maison. 2 mots simples, mais ils signifiaient plus pour moi que toute la fortune des sterling. J'ai regardé le terrain vide une dernière fois. Au revoir, ai-je murmuré. Pas à mes parents, mais au garçon qui vivait autrefois ici. Le garçon qui pensait qu'il ne valait rien. Le garçon qui mendiait l'amour de personnes capables seulement de transactions. Je me suis retourné et je suis retourné à mon camion. Je suis monté sur le siège conducteur de mon Ford F-150. J'ai démarré le moteur et il a rugi. Un son stable et fiable. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en partant. Il n'y avait rien derrière moi qui vaille la peine d'être regardé. La route devant était grande ouverte. Et pour la première fois de ma vie, je conduisais la voiture. Et c'est ainsi, mes amis, que j'ai fait tomber la dynastie qui a essayé de m'effacer. Mais avant de partir, je veux vous laisser avec quelques réflexions que j'ai apprises à la dure. Votre traumatisme n'est pas votre destin. Ils m'ont cassé le bras et ils m'ont brisé le cœur, mais ils n'ont pas pu briser mon esprit. Vous pouvez construire une belle vie à partir de morceaux brisés. La meilleure vengeance n'est pas de les voir menotter, bien que ce soit satisfaisant.
La meilleure vengeance est d'être heureux. C'est de guérir. C'est de briser le cycle pour que la prochaine génération, des enfants comme Léo, n'ait jamais à ressentir ce froid. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour vous sauver? Ou peut-être avez-vous été le bouc émissaire de votre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous pensez que justice a été rendue dans cette histoire, laissez un simple bien dans les commentaires pour que je sache que nous sommes sur la même longueur d'onde. Restez fort, restez en sécurité, et rappelez-vous, vous définissez votre propre valeur. Merci d'avoir regardé.